Bonjour Safia Azedine. Bonjour. Vous êtes romancière, scénariste, réalisatrice. Et voici votre 9e roman. Il s'appelle Mémoires sous scellés, publié chez Fayard. Alors la question, elle est posée. A-t-on le droit de voler la mémoire d'un peuple? Et avec votre héroïne Maya, vous allez nous entraîner dans ce qui est la conséquence des grandes guerres et des interventions occidentales et américaines, notamment en Irak, pour révéler ce qu'a été le pillage finalement de la mémoire d'un peuple. Et au fond, cette histoire romanesque aussi, une enquête qui va nous mener dans les plus grands musées du monde, c'est aussi une façon de dénoncer quelque chose qui serait un crime de notre ordre. Ah oui, c'est clairement un crime et la réponse est clairement non. Nous n'avons pas le droit de... D'ailleurs, personne n'a le droit de voler la mémoire d'un peuple parce qu'en fait, la mémoire d'un peuple, c'est la colonne vertébrale d'un peuple. C'est ce qui nous permet de respirer, c'est ce qui nous permet de savoir d'où on vient, où on va. Et donc, évidemment, que Maya se bat parce que c'est la petite fille du gardien du musée et que le musée, en fait, est sa salle de jeu très, très tôt dans sa vie. Et donc, elle refuse qu'on lui ait retiré toute cette mémoire, tout ce pillage, etc. Et elle va suivre les criminels parce que c'est un crime jusqu'au bout. C'est une enquête à travers le monde. On va même se retrouver un moment avec Kim Kardashian. Mais oui. Et là, on est au cœur, finalement, du système. Oui, en fait, tout est lié. C'est-à-dire qu'en plus, l'affaire de Kim Kardashian est réelle. Et encore une fois, dans mon livre, tout est réel, à part Maya, qui est un personnage romanesque. Mais en fait, Kim Kardashian, pour la petite histoire, a permis de démanteler un réseau criminel de trafiquants en posant à côté d'un sarcophage en 2018 au Metropolitan Museum, au gala du Metropolitan Museum, le fameux gala du Vogue, et en posant à côté de ce sarcophage, en Égypte, à des milliers de kilomètres, un jeune homme dans un internet café se rend compte en fait que c'est lui qui a pillé ce sarcophage en particulier, qu'il n'a jamais été payé. À partir de là, il va se dénoncer aux autorités et comme ça, on retrouve le fameux réseau de trafiquants grâce à Kim Kardashian. Oui, ça veut dire que après notamment l'intervention américaine en Irak, les musées sont pillés. Des biens culturels vont se retrouver dans des grands musées partout. Bien sûr. Et revendus. Des collections privées. Alors on nous parle souvent de Daesh, on nous dit que ça permet aux organisations terroristes d'acheter des armes. Alors oui, ça représente environ 15%. Mais ces mêmes hommes de Daesh ou de Al-Nosra, à qui vendent-ils tout ce qu'ils pillent ? Aux Occidentaux, aux musées, aux marchés parallèles, etc. Donc évidemment qu'il y a des pillages organisés et on profite justement de ces moments-là, de ce chaos. C'est arrivé pendant les révolutions arabes, enfin pendant la révolution égyptienne, c'est arrivé pendant la guerre, la soi-disant guerre en Irak, et à chaque fois, à côté de ça, pendant qu'on est concentré sur les morts, on va dire, parce qu'en effet c'est choquant la guerre, eh bien des trafiquants pillent les musées et celui d'Irak, en particulier celui de Bagdad, du 10 au 14 avril 2003, a été pillé méthodiquement vu qu'on a retrouvé toutes les copies. Les copies n'ont pas été touchées, les grandes statues n'ont pas été touchées parce qu'elles étaient intransportables. Tout le reste a été pillé. Il y a eu 20 000 objets pillés sous le nez de l'armée américaine qui était postée à 300 mètres du 10 au 14 avril 2003. Et c'est là que mon héroïne intervient parce personne ne le sait, mais je peux le dire, c'est au début. Elle est à l'intérieur de ce musée, cachée, et elle entend et voit tout ce qui se passe. C'est vrai que tout est vrai dans ce livre, au fond. C'est triste. C'est un roman vrai. Oui, c'est un roman vrai, oui. Oui, après, j'ai aussi évité quelques emmerdes parce que je parle aussi du scandale. Alors, je l'appelle Desforges, mais c'est Lafarge. Bon, alors je le dis là, tout le monde se doute de ça. Le musée de la Bible à Washington, où on a retrouvé la tablette de Gilgamesh. Le British Museum, n'en parlons pas. Enfin, tout est vrai. Même le Louvre, vous dites, à Paris. Et le Louvre, alors encore une fois, on en revient à Kim Kardashian. Le réseau criminel qui a été démantelé grâce à cette photo a aussi vendu une douzaine d'objets qui ont été pillés pendant la révolution de 2011, la fameuse révolution de jasmin qui n'avait absolument pas l'odeur du jasmin, a été vendu du Louvre, Paris, au Louvre Abu Dhabi. Et aujourd'hui, le Louvre Abu Dhabi se retrouve donc avec environ 50 millions d'objets qui ont été pillés en Égypte et porte plainte contre le Louvre à Paris. Et le président du Louvre Paris est mis en examen aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a des complicités, des institutions, des sortes de mafias qui achètent directement à Daesh ou à des organisations criminelles dans le monde, profitant finalement de l'intervention occidentale dans ces pays qui déstabilisent des régions entières. C'est ça que vous dites ? Mais c'est ça que je dis, c'est ça qui est surtout prouvé.
Et on n'est pas né hier, ni vous ni moi. On sait très bien qu'il y a une mafia et qu'on profite des guerres pour s'enrichir, pour certains en tout cas. Oui. Donc c'est exactement ce qu'il s'est passé. Et ce qui continue de se passer en Libye, ce qui s'est passé en Afghanistan, ce qui se passe en Syrie, en Irak, le schéma est toujours le même. Donc ça commence à être... ce ne sont pas des cas isolés, c'est une vraie mafia, c'est très organisé. C'est quoi la volonté? C'est l'enrichissement ou de piller la mémoire, finalement, au fond, la mémoire d'un peuple, après l'avoir asservi, vous dites? Bien sûr. Donc je dirais qu'à court terme, évidemment, c'est évidemment l'argent, parce que ça représente, le trafic d'art représente environ une dizaine de milliards par an. Et puis après, il y a aussi, bien sûr, effacer les preuves que ces peuples ont été fondateurs. Effacer les preuves que les Mésopotamiens étaient là les premiers et qu'ils nous ont appris énormément de choses. Et le fait de ne pas savoir que, par exemple, si j'étais irakienne, je ne le suis pas, mais si j'étais irakienne, de ne pas savoir que il y a derrière moi une histoire hallucinante. Et bien, qu'est-ce que ça fait? Ça fragilise l'être que je suis, ça fragilise ma légitimité. Et mettez ça sur le dos de toute une population. Qu'est-ce que ça donne? Après, ça donne qu'on a l'impression que ce sont un peu des bédouins sur des chameaux. Et en plus, tout ça avec la propagande occidentale depuis 70 ans qu'Hollywood nous transmet. On a l'impression que tout ça, ce sont des pays où il y a du désert, des chameaux, et que c'est des terrains vides, des terrains vagues, un peu prêts à être administrés et à civiliser par les Occidentaux. Alors, donc c'est très grave, bien sûr, c'est bien plus grave que de l'argent. Safia, vous dites pillage, quand d'autres disent non, au contraire, ce sont des interventions humanitaires qui visent à débarrasser ces pays de dictature, comme ça a été le cas en Irak. Et alors là, bien sûr, là, même ce qui est aujourd'hui fait vis-à-vis de l'Iran, et c'est toujours au nom du bien. Oui, mais enfin, on est sur TV5 Monde, je vous regarde de temps en temps, je sais que personne ici n'est dupe de ça. Donc je me permets de le redire, je l'ai dit sur une autre émission, ça n'a pas plu, mais plus personne n'est dupe de ce côté civilisateur ou libérateur des peuples, et en particulier des femmes. Donc ça, plus personne n'est dupe. Mais non, ce n'est jamais pour le bien des autres. C'est uniquement pour piller, pour effacer et pour asservir les peuples encore aujourd'hui. Oui. C'est juste de manière un peu plus douce. Même en Iran aujourd'hui, vous diriez ça ? En tout cas, en Iran, je ne peux pas croire aujourd'hui que ce soit pour libérer les femmes, et je crois que je ne suis pas la seule, et de plus en plus. Mais encore une fois, vous savez, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que je dis que je suis contre cette intervention qui bafoue toutes les lois internationales, et que ce n'est pas pour libérer les femmes iraniennes, on va me dire que je suis du côté des mollahs. Non, il y a plus nuancé que ça. C'est juste que, j'ai des yeux, j'ai des oreilles, je ne m'intéresse pas à l'actualité au jour le jour, j'essaie de prendre de la hauteur, et je me rends compte que depuis 30-40 ans, le schéma est toujours le même, c'est-à-dire que malgré tout, encore une fois, que ce soit en Irak, en Libye, en Syrie, si on regarde ces pays-là, il y a 30 ans, ce n'était pas parfait. Oui, il y avait des dictateurs à leur tête, mais le Premier ministre de Saddam Hussein était chrétien. Les chrétiens étaient très heureux. Il y avait des subventions pour les églises. La liberté de culte était totale. Les universités étaient gratuites. L'école, le système de santé. Je vous parle de l'Irak. C'était la même chose en Syrie. C'était la même chose en Libye. Et parlez-moi d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, à part un chaos terrible? Donc encore une fois, je ne suis pas en train d'idéaliser Saddam Hussein ou Kadhafi. Je dis juste, je parle des faits. Comment c'était avant et comment c'est une fois que nous intervenons dans ces pays pour soi-disant les libérer. C'est le chaos, c'est le terrorisme, c'est une immigration de masse. Voilà. Alors qu'avant, les gens étaient peut-être moins libres politiquement, mais ils étaient plus heureux et plus dignes. Oui, c'est ce que... Ils étaient plus heureux socialement. Et en fait, ce qui prime, au-delà de la démocratie contre la dictature, c'est la dignité de la vie humaine. Voilà. Et ils ne l'ont plus. Et je ne suis pas sûre qu'on l'ait aussi, nous, vu nos interventions et vu ce qu'on voit aujourd'hui autour de nous. Oui, vous avez employé ce mot de propagande occidentale. Oui. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir cette position que vous dites peut-être nuancée, de dire on n'est pas forcément favorable à des dictatures quand on ne défend pas une intervention occidentale, parfois d'ailleurs basée sur un mensonge, comme ça a été le cas en Irak. Oui, donc est-ce que les États-Unis sont une démocratie? Quand on sait que George Bush, les 2 fois, sont intervenus avec pour de fausses raisons, enfin, tout était faux, que ce soit la fiole de Colin Powell, que ce soit les soldats irakiens qui jetaient les bébés par terre, tout ça était faux. Il y a eu plus d'1 million de morts Obama en Irak. Est-ce que pour autant on fait passer George Bush pour un dictateur? Non, mais ce sont quand même des crimes qui sont commis partout. Donc encore une fois, je vous dis, c'est un peu réducteur de nous parler de démocratie dès qu'on essaye de reparler des faits ou de vous montrer certains faits. Je suis désolée, ça ne suffit pas d'être une démocratie. Quand on vit plus dignement et qu'on est entouré d'un chaos total et de pillage et de vol à répétition,
Je me demande ce que les Irakiens préfèrent aujourd'hui. Est-ce qu'ils préféraient leur vie sous Saddam Hussein ou est-ce qu'ils préfèrent le chaos dans lequel ils vivent aujourd'hui? Oui, mais ça on ne le sait pas parce que justement ce ne sont pas des démocraties, donc on ne peut pas leur demander leur avis. D'accord, mais alors peut-être, d'ailleurs on n'y va pas, donc c'est vrai qu'on ne va pas commencer à interviewer tout le monde, ça ne veut rien dire. Mais alors je vous le demande à vous, est-ce que vous préféreriez vivre avec moins libre politiquement et plus digne socialement? Ça, je ne sais pas. Moi, je choisis plus digne socialement. Oui. Vous rendez hommage dans ce livre aussi à ce journaliste qui jette une chaussure contre George Bush. Oui. Quelque part, vous dites, oui, mais presque si c'est violent quand même. Mais c'est absolument pas violent par rapport à ce qu'il a fait. Déjà, il ne l'a pas reçu en plein visage, ce qu'on attendait tous. Et puis, il a pris 1 an de prison pour ça. Et George Bush a tué indirectement plus d'1 million de personnes. Je parle de tuer. Ensuite, asphyxié économiquement, et maintenant l'Irak est sous souveraineté américaine, parce que vous savez que les recettes du pétrole irakien aujourd'hui, tous les mois, vont sur un compte irakien, certes, mais aux États-Unis. Et c'est ensuite les États-Unis qui distribuent l'argent à l'Irak, un peu comme une tutelle, un peu comme de l'argent de poche quand on est adolescent. Donc comment voulez-vous que ces pays soient souverains économiquement ? Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on a la critique facile sur les autres, mais quand il s'agit de nous, c'est bien aussi de regarder ce que nous faisons dans nos pays. Oui, au fond, vous dites, y compris d'ailleurs l'immigration, dont vous dites, ça semble être un problème en Occident, vous dites, elle est causée par les interventions de l'Occident lui-même. Je peux l'entendre, le problème de l'immigration, mais arrêtez de détruire des pays entiers, point. Si on arrête de détruire des pays entiers, les gens ne viennent... Vous savez, les gens ne quittent pas leur pays par gaieté de cœur. Tout le monde aime son pays. Les Français aiment leur pays, j'en fais partie. Les Marocains adorent leur pays, j'en fais partie aussi. Mais tous ces gens aiment leur pays. On l'a détruit. On a détruit leur pays depuis plus de 40 ans avec des interventions militaires totalement illégales. Et on s'étonne maintenant qu'ils viennent chez nous, mais ils n'ont plus rien là-bas. Ils n'ont plus rien. Alors c'est peut-être un petit peu simpliste, mais excusez-moi, en termes d'immigration, cessons de foutre la merde partout dans le monde et vous verrez que les gens viennent moins chez nous parce que vous savez quoi ? Comme nous, ils aiment leur pays. Et ils sont très heureux dans leur pays. Oui, au fond, vous allez à rebours de beaucoup de choses, hein, Safia Ezdine, et votre parole libre, comme ça, porte. Vous avez le sentiment que cette parole-là, on ne l'entend pas, et qu'au fond, il y a une façon, peut-être ici, en Occident, de considérer que tout ce que l'on pense, la façon de vivre devrait être celle qui devrait s'appliquer partout dans le monde, et qu'au fond, on est le camp du bien, et qu'en face, il y aurait le camp du mal. Je crois plus au camp du bon qu'au camp du mauvais, qu'au camp du bien, voilà. Pour moi, le bon et le mauvais, c'est quelque chose qu'on ressent en nous, on sait quand on fait le bon. Le bien, il y a une moralité, on sait très bien ce que c'est, l'axe du bien et l'axe du mal de George Bush, on voit où ça nous a mené. Donc le bien, j'y connais pas grand-chose. Le bon, je le ressens, je sais quand c'est juste. Oui, et le monde arabe, vous le sentez comment aujourd'hui ? Bouillant, bouillonnant, bien sûr. La jeunesse, en tout cas. Un ras-le-bol et surtout un comment dire ? Vous savez, je ne sais pas si c'était Marx qui disait « bien joué, vieille taupe ». C'est-à-dire que il y a la propagande, il y a ce qu'on nous dit, les fake news, ce qui est vrai, ce qui est faux, et puis le temps passe. Et puis il y a la taupe en souterrain, qui est la vérité, et puis qui avance à son rythme, pas au rythme du dessus, en dessous. Et elle arrive à son rythme. Et un jour, elle sort alors qu'on ne l'attendait pas. Eh bien, j'ai l'impression que le monde arabe en est là. Il va sortir sa propre vérité, enfin, peut-être que j'espère un peu trop, mais pour moi, on est des taupes et on a creusé en souterrain, on a subi en souterrain aussi. Et puis on va sortir en se disant, voilà, on ne veut pas plus, on ne veut pas idéaliser qui nous sommes. Là, je parle de mon côté arabe. On veut juste une place à table et on veut juste rétablir certaines vérités, sans idéaliser qui nous sommes. Mais par exemple, à Emmanuel Macron, si vous l'aviez en face de vous, il n'a pas voulu associer la France à cette coalition en Iran, où l'Espagne aussi a pris de larges distances. En Occident, il n'y a pas une unanimité autour de cela. Vous diriez, au fond, il y a une prise de conscience de ce que vous dites. Oui, et puis une responsabilité. Enfin, je veux dire, on ne rentre pas comme ça en guerre avec les va-t-en-guerre parce que, voilà, en ce moment, l'Iran dérange pour X raisons. Enfin, la politique, c'est quoi ? C'est négocier avec son ennemi. C'est pas tout de suite aller tuer des gens, nom de Dieu. Oui, mais le régime des Mollahs a tué des milliers de personnes aussi. Oui, et les Américains ont tué des milliers de personnes aussi. Enfin, je veux dire, à ce compte-là, on avance comment ? Nous devons négocier. C'est ça, la politique. C'est pas aller faire la guerre. C'est d'abord négocier avec ses ennemis. Oui. Je ne les entends pas beaucoup négocier. Y compris avec des dictateurs, des tyrans.
C'est possible de négocier avec des tyrans? Mais oui, est-ce que vous avez vu George Bush être inquiété pour les crimes qu'il a commis? Non. Alors, on ne l'appelle pas dictateur, mais enfin, pour moi, ça reste un criminel. Oui, un tyran aussi, oui, bien même sûr. S'il est élu démocratiquement. Oui, et puis enfin, je veux dire, encore une fois, il y a cette espèce d'autoritarisme doux où on ne voit pas, mais les ficelles derrière sont un petit peu les mêmes au bout d'un moment. Et Trump, c'est la suite? Non, mais Trump, vous savez, comme je vous disais, je regarde pas trop, je ne regarde pas la télé, je ne regarde pas les informations parce que je ne veux pas plein de petits sujets font diversion pour qu'on ne s'intéresse pas aux grands sujets. Donc moi, j'essaye de prendre un peu de hauteur, à ne pas me renseigner au jour le jour. Et Donald Trump, à part vous dire qu'il fait beaucoup de bruit sur Twitter, je n'ai pas d'avis parce que parfois j'ai une croyance en lui. Je me dis en fait il veut aller par là et puis le lendemain tout est gâché. Donc je ne sais pas, je ne veux pas faire comme tout le monde et dire qu'il est débile, etc. Oui. C'est pas très intéressant ça. Je ne sais pas trop où il veut aller. Voilà. Donc je préfère m'abstenir. Mais parfois il a la franchise de dire, bon, il veut évidemment civiliser, débarrasser des dictateurs, etc. Mais aussi faire de l'argent. Il ne le cache pas, Trump. Oui, ils ont un côté très opportuniste. Ils feront du business avec leurs ennemis d'hier, oui, sans problème. C'est plus... En même temps, j'aime que mon ennemi n'avance pas masqué, voilà. Les choses sont assez claires. Je pense que dans pas longtemps, il pourrait tout à fait faire du commerce avec les Iraniens. Oui, c'est sûr. Mais dans votre livre, vous parlez de ces biens spoliés, volés, de cette mémoire sous scellée. Vous pensez qu'un jour, ça peut revenir à ces légitimes détenteurs? Oui, mais beaucoup se battent pour, bien sûr. Il y a déjà plein de Mayas anonymes. Il y a l'OCBC, il y a Interpol, il y a le service des douanes, des polices qui font ce qu'ils peuvent, évidemment. Mais bien sûr que j'ai quand même bon espoir que tout revienne dans les musées et africains, parce qu'on ne les oublie pas, et du Moyen-Orient, bien sûr. Il peut y avoir une Maya comme ça qui va... Une Maya africaine, une Maya irakienne, une Maya bien sûr. Qui va, oui. comme votre personnage. Non, mais c'est du travail, en fait. C'est sur du long terme, vous savez... C'est un travail de longue haleine, c'est déjà convaincre, c'est déjà essayer de changer les lois. Par exemple, le British Museum a un bouclier légal qui est le British Museum Act de 1963 qui lui interdit de rendre qui lui interdit de rendre des pièces. Toutes les pièces doivent rester au British Museum. À partir de là, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous ne pouvez même pas aller négocier avec eux. Il y a cette loi, il y a ce bouclier légal qui fait qu'on ne peut rien faire. En France, on se rend compte quand même que petit à petit, les choses bougent. Et puis en plus, il n'est pas question de tout restituer d'un coup. Il faut évidemment enquêter sur certaines grosses pièces. Et puis après, il peut y avoir des prêts, il peut y avoir des coopérations muséales. Enfin, je veux dire, on peut aussi travailler main dans la main et ne pas tout restituer et vider les musées occidentaux de tout, mais plutôt travailler ensemble. Et il y a plein de beaux musées en Afrique. On entend souvent dire, mais comment ils pourraient exposer les œuvres d'art? Elles sont bien plus en sécurité chez nous. Ça, c'est encore tellement néocolonialiste comme pensée. C'est-à-dire qu'il y a le Grand Musée du Caire, il y a des musées au Bénin, il y a le musée des civilisations noires à Dakar. Vous savez, ils n'attendent que ça, de récupérer leurs biens. Oui. Et ils sont prêts à les exposer, à nous en faire profiter, et à faire profiter surtout leurs peuples qui ont besoin, leurs enfants, de savoir d'où ils viennent et combien ils sont grands. Oui, mais Safia Azzeddine, on est très heureux de vous avoir sur ce plateau pour porter cette parole. Vous avez parfois le sentiment, quand on vous ferme les portes, que c'est difficile d'aller être invité sur des plateaux de télé ou de radio pour dire ce que vous venez de dire. Franchement. Encore une fois, l'impression, c'est mon impression. Après, encore une fois, les faits parlent. Je ne suis pas invitée. Mais je ne viens pas ici pour pleurer. Regardez, d'ailleurs, vous m'invitez. Je continue d'écrire. Vous n'êtes pas invitée? Non. Mais ça veut dire quoi, selon vous? Mais écoutez, quand j'ai sorti Confidence en 2008, maintenant, j'avais tapis rouge partout. J'arrivais, on m'appelait la Scheherazade des temps modernes, en pensant que c'était une appellation qui me faisait plaisir. Quand ils ont vu que je ne jouais pas le rôle de la Scheherazade, j'ai eu de moins en moins de succès. Voilà. Donc je ne suis pas prête à jouer le rôle de l'arabe de service, de l'odalisque. Et donc j'ai pour moi ma plume, mes livres et surtout ma colonne vertébrale. Donc, mais je vous remercie de m'avoir invitée. Et puis, attendez, je suis un petit peu invitée. Mais j'ai vu une vraie différence entre le début de ma carrière, où on espérait probablement
que je sois un peu plus, que je rentre un peu plus dans le moule, on va dire. Et maintenant, avec peut-être des sujets qui ne plaisent pas forcément à tout le monde. Mais encore une fois, regardez, je suis très heureuse et il y a plein d'autres moyens de parler, de dire ce qu'on pense à travers des livres. Je vais réaliser mon 3e film tiré de mon premier livre, Confidence à Allah, je le tourne au mois de septembre. Donc, vous inquiétez pas, j'y arrive et je ne viens pas ici pour chouiner. Hein. Oui. Je dis juste qu'il y a une réalité quand même et qu'on ne m'invite pas trop. Oui. Et vous êtes invitée, Safia. Je vous remercie. Mémoires sous scellés, donc votre 9e roman qui est publié chez Fayard. On était ravis de vous accueillir. Merci infiniment. Merci beaucoup, Safia. Merci bien.